Bonjour à tous, je m'appelle Elliot et je suis fan de Power Rangers, donc je me suis retrouvé aujourd'hui dans l'obligation de vous exprimer mon ressenti, à vous, qui que vous soyez, mon ressenti sur le film qui est sorti. Donc, le film parle de 5 lycéens qui se retrouvent tous en retenue du samedi. Chacun et chacune ne connaît rien des autres et ils vont finir par s'apprécier les uns les autres. Oui, c'est aussi le résumé de The Breakfast Club. Petite piqûre de rappel, le blockbuster américain se divise en deux catégories. Première catégorie, on sait qu'on fait du cinéma à gros budget, on n'oublie pas qu'il s'agit du 7e art, on pense à évoquer des sujets importants, on sait que le film peut faire passer des messages plus ou moins implicites. Deuxième catégorie, on s'en tape, on veut juste que les gens posent leur cul dans une salle de cinéma et on prépare déjà la suite. Ou pas. Et donc, Power Rangers se trouve entre les deux. Tout d'abord, le réalisateur est un poulain de Michael Bay. On trouve très peu d'originalité dans la réalisation. On peut noter quelques séquences. Donc, par exemple, au début, il y a une séquence de poursuite en voiture. La caméra est à l'intérieur de la voiture, c'est en un plan. Ça fait penser à La nuit nous appartient, les fils de l'homme. Et ça, c'était pas mal. Mais peu de temps après dans le film, on a une seconde scène de poursuite en voiture qui est vraiment surdécoupé, difficile un peu de comprendre où est qui, quoi. On peut aussi relever une petite séquence de cauchemar euh, qui se veut bizarre, qui en tout cas se détache du reste du film, on peut pas le cacher. On peut aussi relever un plan zénital durant lequel Zordon c'est le chef des Rangers, celui qui leur donne des missions, etc. etc. Bref, c'est un plan zénital dans lequel on voit les Rangers et Zordon s'adresse à eux et en gros, il est comparé à Dieu dans le plan, et c'est pas mal. C'est une intention de réalisation. Il y en a un. Aussi, dans la mise en scène, il y a un truc qu'on voit très souvent, c'est du slow motion, du ralenti. Il y a que ça. Enfin, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup ça. C'est parfois assez stylé, c'est même parfois utile à la mise en scène, notamment le moment où le Ranger rouge sort une épée de son bras parce qu'il peut le faire, hein, et, et voilà, enfin, on comprend grâce au slow motion, on a le temps de voir, tu vois. On peut noter aussi un slow-mo pas mal, c'est un plan durant lequel Rita Repulsa, qui marche sur du vieux bois, ça se passe dans un cimetière de bateaux, euh, elle, elle marche au ralenti, et on entend ses pas sur le bois qui craque, et ça c'est pas mal. D'ailleurs, c'est un des petits moments où le son est travaillé, donc j'ai trouvé ça très bien, hein. Sinon, la plupart du temps, le slow motion est redondant, prévisible. Pour ce qui est du reste des effets spéciaux, ce sont des effets numériques, il n'y a que ça. Après, c'est un reproche qu'on peut faire à 90% des blockbusters hollywoodiens, mais bon, ils sont pas mal faits, ils sont juste pas beaux, pas très beaux. Ce qu'on peut relever d'intéressant dans le parti pris des effets spéciaux, c'est que tout chez les gentils est lisse, symétrique, propre, et chez la méchante, chez les créatures qu'elle crée, soit ces petits mignons, ou bien son pote géant en or qui s'appelle Goldar, tout est impur, asymétrique, sale, et donc c'est là l'opposition qu'il y a entre méchant et gentil qui se fait dans les effets spéciaux, voilà. Et puis bien sûr, ce côté lisse et propre n'est pas que dans les effets spéciaux, il est aussi dans les décors, car il y en a. Par exemple, le vaisseau de Zordon qui sert de QG aux Rangers, toutes les pièces se ressemblent, voilà, tout est uni d'une certaine manière. Et d'ailleurs, ce vaisseau, c'est intéressant, on ne le voit que de l'intérieur dans le film. Dans la bande-annonce, il y a un plan où on le voit de l'extérieur, mais il n'a pas été gardé au montage, voilà. Ils auraient très bien pu nous montrer un vaisseau, mais ils ont fait le choix de ne pas le montrer. Sans doute parce qu'ils se sont rendus compte au montage qu'il était moche, leur vaisseau. Je ne sais pas. Pour ce qui est de la lumière, eh bien la lumière elle n'a rien d'ambitieux, j'ai envie de dire. Il y a une scène que j'ai trouvé vraiment belle. C'est quand ils plongent tous dans une crevasse où il y a de l'eau, et ils se rendent compte qu'on peut... C'est quoi ce signe que je fais là? Et donc, ils se rendent compte qu'on peut sortir de l'eau depuis le fond de l'eau. Je fais un dessin. Voilà, vous comprenez? Et puis donc voilà, donc dans cette séquence, je trouve que c'est réussi. La musique est très belle, la lumière est vraiment bien travaillée, et j'ai été très content. Et je ne vous ai pas parlé du combat des géants qui a forcément lieu comme à chaque fin d'épisode de Power Rangers, et bien c'est aussi le cas dans le film. Cette scène, elle passe après Pacific Rim, Pacific Rim pour moi c'est un des meilleurs films des années 2010.
Et clairement, le film Power Rangers nous dit, on a vu Pacific Rim, on a adoré, on aimerait bien essayer de faire pareil. Oui, c'était vraiment écrit dans le générique. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. Et c'était possible, surtout que dans l'équipe de la direction artistique, il y a un monsieur qui s'appelle Andrew Lee, Kata Lee, qui a travaillé dans l'équipe de direction artistique de Pacific Rim. Tu vois, et puis d'ailleurs, dans cette scène, il y a un plan à relever, c'est que le méchant Goldar transforme sa main en épée, le plan est en contre-plongée, l'épée donc, va vers la caméra et en même temps traverse un immeuble, l'immeuble se casse, et c'est beau, et c'est le seul truc un peu cool qu'il y a dans cette scène. Le reste, voilà, c'est hyper basique, ça a pas du tout d'originalité, et c'était vraiment dommage. Elle est dégueulasse cette eau. Donc pour ce qui est des personnages, alors on a déjà notre petit Ranger rouge qui est le sosie de Zac Efron. La Ranger rose, elle est très sympa. Elle a la backstory la plus naze des 5. La jaune, alors oui donc, la Ranger jaune et le Ranger noir. Dans ce film, le Ranger noir est d'origine chinoise et la Ranger jaune est d'origine mexicaine. Dans la série des années 90, le Ranger noir et la jaune est asiatique. Voilà. Déjà à l'époque c'était limite, ils n'ont pas commis cette erreur à nouveau, mais vous inquiétez pas, ils ont commis plein d'autres erreurs, j'en parle depuis le début de la vidéo. J'aime pas dire du mal. Et enfin, le Ranger bleu, Billy, c'est déjà pour moi c'est le meilleur acteur, et c'est le nerd du groupe, donc c'est aussi le meilleur personnage. La scène où il découvre son pouvoir, elle est bien plus fun que celle des autres. Il est dans le couloir du lycée, il ouvre son casier, et il y a le bully de la promo qui veut lui casser la gueule. Du coup, le bully se fait casser la gueule par Billy. Et en fait, en gros, c'est une référence à mon film de super-héros préféré, Spider-Man, de Sam Raimi. J'étais très content. Vraiment, j'étais content. Il y a une séquence où vraiment les 5 acteurs jouent super bien. C'est une séquence où ils s'entraînent. Oui, parce que dans le film, on dit qu'ils ont 11 jours pour s'entraîner avant d'aller combattre la super-vilaine. Et donc, dans cette séquence, qui est une séquence très, très ellipsée, qu'on pourrait comparer un peu à une vidéo de vacances avec la musique, etc. Et bien en gros, ils s'entraînent vraiment les acteurs, ils s'amusent vraiment, et ça j'ai trouvé ça très agréable à voir à l'écran. Il y a aussi une petite séquence qui se déroule autour d'un feu de camp, durant laquelle les personnages parlent de leur histoire, et ça aboutit à 2 belles tirades. Mais on s'en fout, parce que il faut que je vous parle de Elizabeth Banks, qui joue la méchante, et elle fait ça. Elle en fait des caisses, elle surjoue un max, et elle a raison, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre quand tu joues le méchant dans Power Rangers. Parfois, elle parle toute seule, et on dirait un personnage d'animé japonais, et ça a toutes les raisons d'être là, hein, y a pas de souci. Par contre, il y a des choses pas claires au niveau de son retour, parce que, enfin, au début du film, on la voit se prendre une météorite dans la tronche et atterrir dans l'océan. D'ailleurs, le début du film se passe durant l'ère Cénozoïque, qui correspond à l'ère juste après l'extinction des dinosaures, alors que dans la scène, on voit des dinosaures. Voilà. Et donc, 65 millions d'années plus tard, elle n'était pas morte, vu qu'elle se réveille parce qu'elle est repêchée par des pêcheurs. Mais bon, on peut faire ce genre de critique à plein d'œuvres de fiction, mais je pars du principe que un scénariste peut tout justifier, et là, on ne prend même pas la peine. Juste, ah, elle est réveillée. Il faut que je vous parle de nombreux thèmes qui sont abordés dans le film, à commencer par le rejet de la norme. Qu'est-ce que c'est? On a affaire à des adolescents qui ont du mal à trouver leur place dans la société dans laquelle ils vivent. C'est surtout le cas de 3 d'entre eux, parce que le rouge et la rose, Jason et Kimberly, sont des lycéens populaires. C'est quelque chose qu'on ressent notamment dans l'incapacité ou la difficulté à communiquer avec le monde des adultes. Les parents, les profs. Par exemple, Jason, le rouge, a, a un dialogue avec son père qui se termine par «On se comprendra jamais, toi et moi». Pour ce qui est de Trini, la Ranger jaune, elle ne communique jamais avec ses parents, d'ailleurs sa mère lui crie dessus à cause de ça, et ses parents la soupçonnent de consommer de la drogue. Billy, le Ranger bleu, communique avec sa mère que en criant, c'est-à-dire lui dans sa chambre et elle depuis le salon. Et on les voit jamais côte à côte. Mon père qui m'envoie un message. Pourquoi tu parles tout seul dans ta chambre? Et même avec Zordon, qui est censé être leur père spirituel, leur maître, leur sensei, il y a des problèmes de communication.
ils s'engueulent avec lui, ou bien même parfois Zordon s'adresse à Alpha 5 pour que Alpha 5 transmette le message alors qu'ils sont dans la même pièce. Enfin, Alpha 5, c'est le petit robot rigolo. C'est Bill Hader qui fait la voix dans le film. Et le seul des Rangers qui s'entend bien avec sa maman, c'est Zach, le Ranger noir, et sa maman, elle est mourante. Ah, et on apprend aussi la bisexualité d'un des personnages, donc là on reste dans la problématique du rejet de la norme, et quand on apprend que ce personnage est bisexuel, c'est la Ranger jaune, on passe à une scène où elle est dans son lit la nuit, et Rita Repulsa, la méchante, lui rend visite. Et là c'est filmé, et c'est... Dans la façon de filmer, dans la façon de jouer, il y a quelque chose de sensuel. C'est même filmé comme une scène de sexe agité. En parallèle, Kimberly, la Ranger Rose, rend visite à Jason au milieu de la nuit, dans sa chambre, et d'ailleurs, ça a été coupé au montage, mais dans la bande-annonce, on les voit s'embrasser sur la bouche, et c'est franchement, c'est sale, c'est pas bien, moi je suis... Non, c'est pas... Non mais surtout que dans la série, en fait, Kimberly, la Rose, elle est en couple avec Tommy, le Ranger vert. Et voilà, ça va créer des problèmes dans la suite, hein, ça, s'ils font la suite, s'ils la font. Autre chose, là je vais partir loin dans la masturbation intellectuelle. Rita Repulsa, la méchante, elle cherche de l'or sur Terre. Parce que dans l'or, elle trouve une partie de la source de son pouvoir. Et à travers l'histoire de l'humanité, sur le continent américain, on a souvent cherché de l'or. Et cela a peut-être parfois provoqué la disparition d'un peuple, les habitants du continent, qu'on appelle aujourd'hui Amérindiens. Je pose ça là, vous faites ce que vous voulez de ce parallèle, j'ai dit ce que j'ai dit. Il y a un autre truc marrant, c'est que Rita Repulsa, la méchante qui cherche de l'or, et qui cherche aussi le cristal Zéo, qui lui permettrait d'être assez puissante pour détruire l'univers, parce elle est vraiment méchante, et bien quand elle apprend où se trouve ce cristal, qui est géographiquement enterré sous un fast-food, et bien elle dit la phrase « La source de la vie y est enterrée ». Sous un fast-food, les gars. Un fast-food. Ah, et autre petit point à part, les Rangers, les 5 Rangers, eh bien, c'est un groupe de jeunes qui viennent tous de régions différentes du monde. Bon, certes, le leader est un homme blanc hétérosexuel, mais c'est le seul américain de souche, descendant de colons européens. Les copains, rendez-vous tout de suite au timecode indiqué ici, car je vais vous spoiler dans 3, 2, 1, le Ranger bleu meurt dans le film. Il meurt. Le film tue le meilleur des personnages. Ce qui, d'ailleurs, amène à une très belle scène durant laquelle ces 4 amis portent son corps comme s'il portait son cercueil. Cette séquence est accompagnée par une très belle reprise de Stand By Me. D'ailleurs, toutes les reprises de Stand By Me sont belles. Et ensuite, c'est la première fois dans le film que les Rangers vont demander de l'aide à Zordon. Ils vont demander de l'aide à un adulte. Et c'est en allant vers cet adulte qui le franchissent un cap dans leur existence qui leur permet de se transformer en Rangers. Parce que depuis le début du film, ils n'arrivaient pas à avoir toute la tiraille de Rangers. Et là, ils arrivent à... It's morphin' time. Tu vois ? Heureusement, Zordon parvient à ramener Billy à la vie grâce au pouvoir de l'amitié. De toute façon, dans les comics, les super-héros aiment bien mourir et puis revenir à la vie quelques numéros plus tard. Et je vois pas pourquoi les pauvres Rangers échapperaient à cette règle. Et c'est après cette péripétie que les Rangers se rendent compte de la valeur de la vie et qui sont tous en train de se lier d'une très forte amitié. Et c'est donc beaucoup mieux amené que dans Suicide Squad. Oui, parce que dans Suicide Squad, à la fin, El Diablo, il considère tous les autres comme sa nouvelle famille, alors qu'ils se connaissent depuis 3 jours et qu'ils ont passé leur temps à s'engueuler. Sinon, est-ce que ce film respecte l'œuvre originale ? Eh bien, ma foi, il ne l'insulte pas trop. Après, dans la série, les acteurs sont tous très mauvais, et là, dans le film, c'est pareil. Pouah non, c'est méchant. Les acteurs ne sont pas mauvais, ils ne sont pas dirigés, et ils ont encore toute une carrière devant eux. Je leur souhaite, ils ont tous entre 20 et 23 ans. Dans la série, les effets spéciaux sont très mal faits, mais ils sont kitsch, et ce kitsch leur donne du charme. Tandis que dans le film, les effets spéciaux sont bien faits, mais ils sont pas beaux. Donc ça les met au même niveau, sauf que c'est pas pareil. En ce qui concerne l'histoire, on a des gentils qui foncent dans le tas pour combattre le méchant, ce qui était le cas de pratiquement tous les épisodes de Power Rangers, et ce qui est d'ailleurs le cas de
tous les films de super-héros, à part quelques Batman, les super-héros n'établissent jamais de plan pour aller combattre le méchant. Voilà. Pour ce qui est des Hordes, parce que je vous ai pas parlé des Hordes, eh bien, je sais pas quoi en dire parce qu'on les voit pas dans le film. Car les scènes où ils sont présents sont vraiment toutes surdécoupées, donc on n'a pas le temps de les contempler. À part celui du Ranger Noir, qui est donc un mastodonte, un mammouth, qui ressemble en fait plus à un gorille à 6 pattes qu'à un mammouth. Après, il y a plein de petits détails comme les codes couleurs des personnages, c'est-à-dire que chacun dans la vie quotidienne s'habille de la couleur du ranger qu'il est. Il y a aussi les caméos de Jason David Frank et Amy Jo Johnson qui jouaient le ranger vert et la ranger rose. Il y a la musique Go Go Power Rangers qu'on entend une fois dans le film. Et je terminerai là-dessus. Je terminerai sur la musique, car oui, j'en ai pas parlé, la BO du film est très bien, il y a des musiques, il y a 21 Pilots, les Raconteurs, il y a du Kanye West, vous l'avez peut-être entendu dans la bande-annonce. Et les musiques composées par Brian Tyler sont bien, ça... C'est vrai que d'habitude, Brian Tyler, c'est plus un bourrin quand il compose pour un film. Il aime bien par exemple mettre de la percussion, enfin il n'y a pas que ça qui fait de lui un bourrin. Mais alors que là, les musiques du film sont plus calmes, c'est vraiment on dirait de la musique électronique des années 80-90. Et pour finir, Power Rangers c'est un film que je ne déconseille pas, je vous encourage à aller le voir parce que j'aimerais bien qu'il marche au box-office, comme ça on verra une suite avec le Ranger vert, mais bon, c'est assez mal barré pour qu'il marche. Et si ça peut vous aider, dites-vous que le film vaut bien mieux que ça. Power Rangers Lightspeed Rescue sur Nintendo 64, mettez la barre au niveau de ce jeu, et le film vous paraîtra génial. Au revoir!